Origine et fin du démembrement de propriété. L'origine et fin du démembrement de propriété, d'abord l'origine, donc la loi, au moment du décès. Elle nous est donnée donc par l'article 757 du Code civil, lorsque tous les enfants sont issus des deux époux, eh bien à ce moment-là, la transmission de l'usufruit au conjoint survivant. Hein, on verra qu'au niveau de la transmission, eh bien, lorsque les enfants sont tous issus du même lit, le conjoint peut exercer, en l'absence de dispositions particulières, peut exercer deux options, ou la totalité en usufruit, et on avait vu la dernière fois la protection justement du nu propriétaire à cet égard, ou alors un quart en pleine propriété de la succession. Démembrement volontaire, à titre gratuit, donation, succession, ou à titre onéreux, vente, apport, échange. Donc, à titre gratuit, les dispositions entre vifs, donation de la nue propriété, plus rarement, donation de l'usufruit. On verra ça quand on verra les stratégies de démembrement. Hein. Et les dispositions à cause de mort, la donation entre époux, un avantage matrimonial en usufruit. L'avantage matrimonial, nous verrons ce que c'est lorsque nous aborderons les contrats de mariage. Un avantage matrimonial, normalement, vous voyez, dans un régime de communauté, le principe, en cas de décès ou en cas de divorce, on liquide le régime matrimonial et les biens de la communauté sont partagés par moitié. Sauf clause contraire. Et la clause contraire, notamment, bien, c'est un avantage matrimonial. L'avantage matrimonial déroge au principe du partage de la moitié des biens communs au moment de la liquidation du régime. Je peux, notamment, vous avez entendu sans doute parler de l'attribution intégrale au dernier vivant. La communauté universelle, c'est un régime matrimonial. Avec clause d'attribution intégrale au dernier vivant, c'est l'avantage matrimonial, eh bien, a pour effet de transférer la totalité des biens communs au conjoint survivant. Les enfants n'hériteront qu'au second décès. On verra, il y a des limites à l'avantage matrimonial. C'est une bonne protection pour le conjoint survivant, ça c'est sûr, mais c'est surtout le moyen de déshériter ses enfants ou de repousser la transmission. Vous connaissez mon point de vue sur ce sujet. Hein. Plus on transmet au conjoint, c'est forcément au détriment des enfants. Donc on retarde la transmission. Testament, un legs, un testament de l'usufruit, notamment à une personne et ou la nue propriété à une autre. Et aussi on peut, une disposition à cause de mort toujours du démembrement de propriété, une clause bénéficiaire démembrée du contrat d'assurance vie. Les capitaux seront versés à l'usufruitier. On y reviendra également. Ou alors, un démembrement volontaire à titre onéreux, donc vente de l'usufruit ou de la nue propriété d'un bien, apport à société de l'usufruit ou de la nue propriété d'un bien, on verra, oui, c'est tout à fait possible, mais il faut toujours regarder les conséquences fiscales, parce que bien souvent, ces schémas-là, ils sont faits pour la fiscalité. Hein. Donc, l'apport isolé de l'usufruit de la nue propriété, si j'apporte, par exemple, l'usufruit d'un immeuble à société, l'immeuble détient l'usufruit de la société, en principe, on croit échapper à l'IFI. Puisqu'on n'est plus usufruitier, on est plein propriétaire de part d'une société qui détient l'usufruit. Voilà. Bon, faut pas rêver. Voilà. Et puis d'autres opérations, telles que l'acquisition et démembrement de propriété, l'usufruit est acquis par une personne et la nue propriété par une autre. Voici, entre conjoints notamment, entre conjoints, donc personnes mariées. Vous voyez que ça, c'est des dispositions inapplicables, par exemple, aux personnes pacsées. Donc en cas de mariage, les droits du conjoint survivant sur la succession, eh bien, on distingue sans disposition particulière, donc en l'absence de donation entre époux, ou avec donation entre époux. La donation entre époux, la forme la plus courante,
On verra là encore au moment du contrat de mariage qu'une donation entre époux peut prendre 3 formes. La plus connue, c'est la donation au dernier vivant. La deuxième forme, c'est un testament. Et la troisième forme, c'est dans le contrat de mariage. On y reviendra. C'est très rare. Sans disposition spécifique, on l'a vu précédemment, on distingue tout de suite. Premier réflexe, est-ce que les enfants sont tous issus ou non du même lit? Si oui, eh bien, le conjoint survivant a le choix entre les 2 options, totalité en usufruit ou un quart en pleine propriété. Et s'il n'opte pas et qu'il y a un décès prématuré, que le conjoint survivant décède prématurément avant d'avoir opté, eh bien, il est réputé avoir opté pour l'usufruit. Et si un des enfants n'est pas issu du même lit, eh bien, un quart en pleine propriété. Le conjoint survivant ne peut pas choisir de l'usufruit. Et on va accroître considérablement les droits du conjoint survivant et donc réduire les droits des enfants par les 3 options qu'on rencontre fréquemment dans les donations entre époux. Et là, on verra, je critique cet aspect-là parce que j'ai recueilli, j'en ai des donations entre époux, c'est toutes les mêmes, quoi. Et on verra l'importance de personnaliser les donations entre époux. Sinon, il risque d'y avoir de sacrés conflits au moment du décès. Et donc, on parle de quotité disponible spéciale au profit du conjoint survivant, et les 3 options, dont 2 s'expriment également en usufruit, en démembrement de propriété. La première, non, c'est-à-dire que le conjoint peut opter pour la quotité disponible ordinaire qui dépend du nombre d'enfants, ou alors un quart en pleine propriété, 3 quarts en usufruit. C'est la disposition la plus forte, la plus avantageuse pour le conjoint survivant, puisque vous voyez bien ici que les enfants ne reçoivent que la nue propriété. Là, ils vont dire, ils ne vont pas être contents, hein. Pas forcément en tout cas. Ou alors, ils n'ont vraiment pas besoin d'argent. Ou alors, l'option la plus recommandée, mais pas la meilleure, ça dépend des situations, la totalité en usufruit. Parce qu'on va voir ultérieurement les problèmes que pose le démembrement de propriété. Et le conjoint survivant a également d'autres droits, la jouissance temporaire et gratuite du logement, qu'on a vu précédemment, le droit d'usage et d'habitation de la résidence et du mobilier, qu'on a vu précédemment, l'attribution préférentielle du logement, voire de l'entreprise, et éventuellement une pension alimentaire en cas de besoin. On vient de voir l'origine du démembrement, maintenant la fin du démembrement de propriété. Eh bien, l'usufruit s'éteint et la pleine propriété est reconstituée aux mains du nu propriétaire. Et le plus souvent, l'usufruit s'éteint par le décès de l'usufruitier, parce qu'on a vu que l'usufruit est par essence un droit viager. L'arrivée au terme pour un usufruit temporaire, mais quoi qu'il arrive, c'est un usufruit viager. La vente de l'actif démembré. Et le démembrement peut aussi se terminer par la renonciation à l'usufruit. On peut renoncer à son usufruit. On verra les modalités de taxation au plan fiscal. La conversion de l'usufruit en rente viagère. Vous vous souvenez, les nus propriétaires peuvent, notamment dans le cadre de conjoints survivants, obtenir auprès du juge la conversion de l'usufruit en rente viagère moyennant garantie. Ou alors, et on a vu précédemment aussi, la perte juridique totale du bien démembré, on a vu, ou alors la perte matérielle du bien, et on avait cité ici la maison qui prend feu, la destruction, on avait vu que la compagnie d'assurance devait verser les fonds à l'usufruitier, ou alors une indemnité d'expropriation. Et la déchéance pour abus de jouissance de l'usufruitier. Mais c'est assez rare, on le voit très rarement ça en jurisprudence. Et on verra des cas d'abus de jouissance de l'usufruitier. Et enfin, le non-usage par l'usufruitier pendant 30 ans du bien sujet
au démembrement de propriété. Le décès de l'usufruitier. L'usufruit des époux sur des biens communs, donc deux époux ont donné la nue propriété avec réserve d'usufruit, un époux décède, est-ce qu'on a l'extinction de la moitié de l'usufruit? En principe, oui. Ben non. L'usufruit subsiste et continue de grever l'intégralité des biens. Donc, jurisprudence. Décès de l'usufruitier toujours, donc ça entraîne l'extinction de l'usufruit. Qu'en est-il de l'usufruit détenu par une personne morale? Est-ce que la dissolution de la personnalité morale va-t-elle entraîner la fin de l'usufruit, le décès de l'usufruitier? Non. Donc là aussi, jurisprudence. La question se posait fréquemment lorsqu'on faisait, et on verra la situation, lorsque le dirigeant, notamment, vend les parts d'une société civile à la société d'exploitation. Et on se posait la question, mais qu'en est-il si la société d'exploitation, elle dépose, par exemple? Elle dépose le bilan. Qu'en est-il? Eh bien non, la dissolution d'une personne morale qui détient l'usufruit ne peut être assimilée à la mort de l'usufruitier, personne physique. Donc la dissolution n'entraîne pas l'extinction de l'usufruit, qui demeure un actif de la personne morale qu'elle peut céder ou restituer à l'associé qui l'aurait apporté. Eh bien, deux cas d'abus de jouissance de l'usufruitier, notamment la conclusion d'un bail commercial alors que les lieux étaient destinés à un usage d'habitation, par exemple, eh bien, ça constitue une perte de substance de la chose, et donc qui peut entraîner la déchéance de l'usufruit. Ou un défaut d'entretien prolongé de la part de l'usufruitier.